Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, une critique d'abord sans spoiler, puis avec spoiler, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai en bonne et due forme au cours de la vidéo avant de passer au spoiler. Il faut bien reconnaître que Shang-Chi est un personnage très méconnu de l'écurie de comics Marvel si vous préférez, et cela peut sans doute participer à la petite crainte que le film n'atteigne pas les performances habituelles des films Marvel. Alors sur sa première journée d'exploitation en France, il a fait 98 000 entrées, un petit peu plus, quelques centaines de plus, ce qui est quand même le double plus ou moins encore une fois de The Suicide Squad, mais c'est aussi 2 fois moins que la première journée de Black Widow, et on sait qu'il y a certains enjeux derrière le box-office de Shang-Chi, et le problème pour nous éventuellement, ce serait que si ce box-office n'atteint pas les espérances de Disney au niveau mondial, eh bien potentiellement le film Eternals, les Éternels, serait repoussé, puisqu'il faut savoir qu'il s'agit d'une expérience, comme l'a dit le grand patron de Disney avec Shang-Chi, ce qui n'a pas forcément plu à l'acteur principal d'ailleurs, de faire traiter le film d'expérience, mais ils veulent voir ainsi une sortie uniquement en salle et non pas une sortie hybride comme celle qu'avait connue Black Widow qui était sortie en même temps sur Disney+ aux États-Unis. Et bien si cette sortie uniquement en salle peut porter ses fruits. Toutefois, après avoir vu le film Shang-Chi, je pense qu'il devrait bénéficier d'un bouche à oreille positif, puisque, disons-le tout de suite, ce film est franchement généreux, il est aussi surprenant par certains aspects, et en prime, il bénéficie d'un humour que j'ai trouvé relativement bien dosé, en tout cas mieux que dans Black Widow par exemple, à mon goût, de mon point de vue, et un humour qui fait souvent mouche. Quand je me suis installé dans la salle pour découvrir Shang-Chi, j'étais relativement neutre, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et peut-être, mis à part un léger ras-le-bol suite à la surabondance de vidéos promotionnelles de Disney à ce sujet, et évidemment ça se comprend avec ce que je viens de vous dire, c'est lié à la crainte que le film n'atteigne pas les performances suffisantes, et donc ils ont essayé de mettre le paquet sur le marketing. Du coup on a eu des déclinaisons de teasers, trailers, clips et j'en passe et des meilleurs, et j'avais eu peur, je n'avais pas tout regardé sur la fin, j'avais eu peur d'en avoir vu un peu trop, mais en fait pas du tout. Entre surprise et excitation, j'ai passé un très bon moment devant ce film que j'ai d'ailleurs envie d'aller revoir, même si ça m'étonnerait que je trouve le temps de le faire malheureusement, et clairement j'en suis ressorti nettement moins indécis que de Black Widow, que j'avais vu 2 fois, et qui me laisse encore un peu un goût d'inachevé. Il y a au moins de mon point de vue 2 films en un dans ce Black Widow, mais quoi qu'il en soit, ma vidéo de critique de Black Widow est toujours bien sûr disponible sur la chaîne. Revenons à Shang-Chi avec le casting pour commencer, un casting qui est totalement investi, avec notamment le duo principal, Simu Liu et Awkwafina, qui fonctionne très bien dans ce duo et dans lequel on croit parfaitement. Je reviendrai d'ailleurs sur leur relation dans la partie spoiler. Par ailleurs, Tony Leung et Michelle Yeoh, c'est toujours un plaisir de les retrouver, même si en l'occurrence, le rôle de Leung est nettement plus important que celui de Michelle Yeoh. Pas étonnant donc d'entendre le réalisateur Destin Daniel Cretton dire en interview que pour lui c'était un accomplissement de sa carrière de travailler avec de telles légendes, avec de tels acteurs. On peut le comprendre. Reste la question de Menger Yang dans le rôle de Xialing, la sœur de Shang-Chi, un personnage sur lequel je reviendrai dans la partie spoiler. Et désolé pour la prononciation, je fais ce que je peux. Des interprètes investis donc et un film qui tabasse surtout au premier et au troisième acte, mais vraiment il tabasse. Alors bien sûr, le film ne fait pas que tabasser, mais je vous propose quand même de nous arrêter au moins quelques instants sur cette multiplication des pains dans la gueule. Et je peux vous dire que quel que soit le nombre de teasers, trailers, bandes annonces que vous avez pu ingurgiter, elles ne vous ont pas préparé à la première scène d'action du film, celle qui se déroule dans le fameux bus accordéon, parce que cette scène, elle vaut son pesant de cacahuètes. Même s'il est impossible de retrouver le niveau de folie, de réalisme d'un film de la grande époque de Jackie Chan, car les dangers pris alors étaient inouïs, on ne peut qu'apprécier le talent et le soin du détail qui ont été apportés à la scène. Et le tournage de cette seule séquence a duré plusieurs semaines. On reconnaît des hommages à Police Story
ou encore Jackie Chan dans le Bronx. La présence de Andy Cheng à la coordination des combats et de Brad Allan à la coordination des cascades et surtout en tant que réalisateur de la seconde équipe, voilà qui a un lien direct avec la qualité de ces scènes, avec ses chorégraphies aux petits oignons, puisque les deux hommes ont déjà pu collaborer de près avec le maître en personne, Jackie Chan. Brad Allan avait même été le premier occidental à rejoindre l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan, c'était dès Mr. Nice Guy en 1997, et malheureusement Brad Allan nous a quittés, le film Shang-Chi lui est dédié, et de son travail il ne nous reste à découvrir que ce qu'il aura proposé dans le film qui doit sortir prochainement d'ici la fin de l'année, si ce n'est pas reporté, The Kingsman. Tout ça pour vous dire que les bastons sont bien chorégraphiés, bien filmés et coordonnés de belle manière, avec des cascades qui sont autant d'hommages et de références. S'il y a une chose que je regrette dans ce film au sujet de ces scènes d'arts martiaux, c'est qu'il n'y en ait pas davantage, au moins une autre de plus, outre le bus et l'échafaudage. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres bastons dans le film, mais juste qu'elles sont un peu différentes que ces deux scènes qui vont tirer parti avec l'inventivité de leur environnement, échafaudage, bus, et moi c'est ce que j'aime particulièrement dans certaines scènes d'action de combat inspirées de Jackie Chan. Comme je le disais, le film ne fait pas que distribuer des torgnoles, il nous parle aussi de plusieurs éléments marquants de diverses cultures asiatiques, et notamment de la culture chinoise, mais aussi du ressenti des immigrés ou enfants d'immigrés asiatiques, aux États-Unis notamment. Car oui, Shang-Chi c'est aussi une histoire de famille, et dès le début du film, on sent qu'il y a une forme de pression familiale qui pèse autant sur Katy que sur Shang-Chi. Alors évidemment ce sont des niveaux d'enjeu et de pression différents, mais quand même on a déjà ce point commun entre les deux personnages. Et pour porter à l'écran cette histoire familiale aussi belle que tragique du héros, les scénaristes et le réalisateur ont choisi d'utiliser assez massivement et de belle manière le flashback. De mon point de vue, la façon dont passé et présent viennent s'embrasser pour se nourrir mutuellement est très réussie, tout en accomplissant avec une certaine classe un travail d'exposition qui n'est jamais facile. Dit autrement, on nous explique le passé de Shang-Chi, et notamment celui de sa famille, sans jamais nous ennuyer. Cette qualité passe notamment par l'interprétation de Tony Leung, mais aussi celle de Fala Chen, ce duo nous offrant quelques scènes emplies de poésie et d'émotion et capable d'éviter le piège du ridicule ou de la redite au rabais de prestigieux prédécesseurs comme Tigre et Dragon ou Le secret des poignards volants pour ne citer que. S'il y a une baisse de rythme dans le film, c'est plutôt dans les scènes au présent qu'on retrouve en transition entre le premier et le dernier acte du film. Il faut dire qu'il n'est pas facile de rivaliser face au rythme initial de l'action et à l'enchaînement des découvertes et révélations. Toujours en évitant les spoilers, je peux dire que le dernier acte du film est étonnant et généreux, même s'il est peut-être vaguement maladroit en voulant trop en montrer. Quant aux scènes post-crédit, elles sont plutôt agréables en proposant des débuts de pistes pour la suite. Vous l'aurez compris, je vous recommande ce film et de manière plus large, je suis convaincu qu'il devrait plaire à une grande majorité du public et que les sites qui font l'agrégation des notes laissées sur internet, pour ceux qui prennent le temps de faire ce genre de choses, devraient être largement positifs. Et tout ça, je pense que c'est le résultat de beaucoup de travail, d'attention qu'on retrouve vraiment dans la plupart des scènes du film. Afin de pouvoir vous parler avec une certaine précision de la manière dont ce film va reprendre à son compte le symbolisme du yin et du yang, ou encore pour revenir sur certains points d'intrigue tout simplement, il va falloir passer à la partie spoiler de cette vidéo, mais si vous me quittez déjà, n'oubliez pas de revenir pour la partie spoiler une fois que vous aurez vu le film, et puis pensez éventuellement à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À partir de ce point dans la vidéo, on va donc officiellement passer au spoiler. C'est bon? Vous êtes prêts? Je peux y aller? Shang-Chi est un film qui embrasse pleinement une vision yin-yang du monde et surtout de son héros. Même si les termes yin et yang ne sont jamais prononcés, c'est un référentiel qu'on retrouve partout. Shang-Chi est à la fois sa mère et son père, et c'est en acceptant la combinaison de ces opposés qui s'attirent qu'il atteint son véritable potentiel. Wenwu, alias le mandarin pour les occidentaux surtout, est dur, agressif et conquérant. On peut l'associer au ciel, à la domination, au masculin, etc. Yang Li, la mère de Shang-Chi, représente le yin, la partie féminine, contrairement à la vision confucianiste très stricte
de l'ordre social qui associe la femme à une situation de domination acceptée et de faiblesse par rapport à l'homme, ici le yin l'emporte initialement sur le yang dans une confrontation directe. Le yin est associé à l'eau et on sait ce que disait Bruce Lee de l'eau et de sa capacité d'adaptation en termes d'arts martiaux. Le film propose même une dragonne, la grande protectrice de tout ce monde caché qui se découvre pleinement dans le troisième acte du film. En prêtant un peu attention au dernier grand moment de bravoure du film, alors que Shang-Chi va l'emporter sur l'hôte des ténèbres, cet ignoble dragon très étrange qui cherche à absorber l'âme des êtres humains, eh bien Shang-Chi se situe dans un élément yang, le ciel, il est en hauteur, il va projeter de l'énergie sur la créature qui va être engloutie par l'eau, un élément yin. C'est donc dans la tension et la complémentarité entre ciel et eau qu'il sera capable de révéler la puissance cachée en lui et dans les 10 anneaux. Et ce n'est pas tout puisque cette notion s'applique aussi à ce que peut ressentir un Asiatique aux États-Unis et toute l'histoire de Shang-Chi est ainsi une allégorie de l'appartenance à deux mondes. Et cela ne se résume pas à modernité et tradition, racines et réinvention, mais toutefois, ce sont des notions qu'on peut deviner parfois en filigrane tout au long du film. En termes de représentation de la mythologie chinoise, on peut certes s'émerveiller de la richesse du monde auquel on accède difficilement en passant par cette forêt de bambous qui va bouger et tenter de rejeter ou même d'écraser les intrus, mais par ailleurs on peut un peu regretter que la plupart des créatures qu'on y voit sont là surtout dans un but décoratif et ne vont pas véritablement participer à l'action. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le film est presque trop généreux, un petit peu comme un gâteau avec un peu trop d'éléments, trop de crème, mais bon, ça fait quand même bien plaisir. Et justement, parmi les créatures, les esprits qu'on peut distinguer, on peut souligner la présence de renardes, de femmes renardes à 9 queues, dont on avait pu découvrir, voir une déclinaison par exemple dans la série Lovecraft Country, c'était la vision coréenne de cette créature. Avant de parler des enjeux du film pour le MCU, le Marvel Cinematic Universe, comme promis, je reviens sur la relation entre Katy et Shang-Chi. J'ai apprécié le duo et Awkwafina fonctionne à merveille comme vecteur d'humour qui fait mouche tout en restant parfaitement intégré à l'histoire et ça c'est quand même vachement cool. Et j'ai donc apprécié que cette relation reste dans une certaine ambiguïté et ce jusqu'à la fin du film. On a vraiment de l'amitié, beaucoup d'affection, énormément de karaoké et pour l'instant on en reste là. Et si vous voulez mon avis, et si vous êtes là, c'est sans doute le cas, je suppose, je pense qu'il ne faudrait pas résoudre cette ambiguïté, même dans une suite éventuelle. Espérons qu'il y aura un Shang-Chi numéro 2, moi je serais carrément partant. Ça va pas mal dépendre de résultats du film au box-office comme d'habitude, mais au moins on devrait les retrouver dans de prochaines productions Marvel, ça semble clair. Puisque je parle d'humour, un mot aussi sur Ben Kingsley, faire le lien avec Iron Man 3 en retrouvant Trevor Slattery, c'est de base une excellente idée, je crois. Le personnage reste une pure source de bouffonnerie, et de mon point de vue ça fonctionne plutôt bien, même si on tire un peu trop sur la corde avec certaines scènes qui durent trop longtemps, ou qui sont carrément dispensables. J'en viens maintenant à un point du film qui est de mon point de vue en demi-teinte, et il concerne Xia-Ling, la sœur de Shang-Chi. C'est une position délicate que celle de ce personnage qu'on cherche à affirmer pour son indépendance et sa compétence, mais qui, mécaniquement, ne peut que rester ici dans l'ombre du personnage principal, qui va hériter des fameux anneaux sans que la question ne puisse se poser vraiment autrement. Et en soi, l'histoire de cette sœur n'est pas inintéressante, c'est même plutôt touchant, mais on pourrait quasiment la supprimer du film sans que l'édifice ne s'écroule, ce qui est généralement assez mauvais signe pour l'importance d'un personnage. Alors effectivement, ça ferait disparaître une part de culpabilité pour le héros qui avait abandonné sa petite sœur, mais à part ça, ça tiendrait sans elle. Alors bien sûr, on a la seconde scène post-crédit qui nous tease sans doute quelque chose, mais j'y reviens dans quelques instants en évoquant rapidement le retour potentiel de Iron Fist. J'ajoute une petite remarque au passage concernant les points en demi-teinte aussi. On peut regretter que le personnage de Death Dealer, celui masqué là, qui était là dès la formation de Shang-Chi alors qu'il était tout jeune,
Finalement, ce personnage n'a aucune importance, il n'y avait rien à révéler derrière ce masque, etc. Mais bon, c'est anecdotique, c'est pas grave, c'est comme ça. Concernant la mort de Wenwu, dont l'âme se fait aspirer par l'hôte des ténèbres, on peut supposer que cela marque la fin définitive du personnage dans le MCU, même s'il ne faut jamais dire jamais avec les morts de personnages dans les comics, c'est assimilé bien sûr, mais je pense qu'il faut surtout y voir la volonté de l'interprète Tony Leung de ne pas être lié à Marvel par un contrat sur plusieurs films. Quoi qu'il en soit, puisque je ne l'ai peut-être pas encore suffisamment souligné dans cette vidéo, mais on peut dire que Wenwu rejoint assez facilement le top des meilleurs méchants du MCU, sachant que ce top est relativement facile à faire, puisque l'une des faiblesses des films du MCU, c'est justement ces méchants dont un bon nombre sont plutôt oubliables. Donc lui, avec ses complexités, ses motivations qui sont de retrouver sa femme, etc., et son interprétation qui est là assez nettement au-dessus du panier, eh bien il s'en sort plutôt pas mal du tout. Alors c'est vrai, on pourrait éventuellement reprocher au film cet aspect un peu délirant, un peu too much de son dernier acte, mais d'un côté, ça colle quand même pas mal avec l'approche mythologique assumée, et ça fait plutôt plaisir de voir quasiment des kaiju qui vont surgir dans le MCU. Et puis en plus, le film se moque un peu de lui-même lorsque Katy et Shang-Chi vont raconter leurs incroyables aventures à leurs potes dans ce bar, dans ce restaurant, alors que juste ensuite, Wong va venir les chercher au travers d'un portail magique, ce qui va venir souligner cette histoire d'une belle petite manière. Donc voilà, pour moi c'est passé crème, j'ai envie de dire, et vous me direz pour vous ce que vous en avez pensé de ce troisième acte plein de couleurs, de furie et de gros dragons. Et puis surtout, il faut reconnaître ici une volonté très nettement défendue et assumée par le réalisateur qui voulait dès le début que Shang-Chi termine le film en ayant démontré qu'il avait sa place aux côtés des Avengers les plus puissants et pas uniquement comme un champion d'arts martiaux. Et maintenant, du côté des implications plus larges de ce que nous révèle ce film, eh bien on peut déjà souligner ce monde mythologique, mythique, qui côtoie la dimension dans laquelle vivent les personnages du MCU qu'on suit jusqu'à présent, et ce serait quand même le parfait endroit, cette dimension parallèle très proche, pour réintroduire Kunlun et son fameux dragon, et qui dit Kunlun et dragon, dit forcément Iron Fist. Et pour tout dire, je pense même que cette réinvention, cette réintroduction d'Iron Fist, avec, je l'espère personnellement, un autre acteur que dans la série Netflix, pourrait se faire justement dans une série dérivée Disney+. On sait que les séries à Disney+, notamment pour WandaVision et Loki, ont apporté une bouffée d'air frais, une forme de réinvention formelle et parfois même scénaristique au MCU, et on pourrait carrément en avoir une qui s'inscrirait dans la suite de ce que nous annonce la deuxième scène post-crédit, avec cette réorganisation par Tialine de l'organisation de son père, des 10 Anneaux. Alors est-ce qu'elle deviendrait une antagoniste, une semi-antagoniste? En tout cas, il y a clairement une piste à creuser, et ce n'est pas pour rien qu'on nous montre ça. Et bien sûr, l'autre pan des implications de ce film, c'est cette notion de créature de kaiju venue d'une autre dimension, ce qui va clairement faire le lien, de mon point de vue, avec le principal antagoniste de Doctor Strange numéro 2, In the Multiverse of Madness, qui a déjà été teasé dans la série d'animation What If, et je parle bien entendu de Shuma Gorath. Et je pense qu'en termes d'implication de ce film, quand on va creuser un petit peu derrière sur quel personnage est lié à tel ou tel autre, sans en dire trop, on pourrait aller jusqu'à des enjeux de Black Panther numéro 2 qu'on attend l'année prochaine, mais je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Et sans aller aussi loin, on peut se demander si l'évocation d'une forme de message envoyé par les anneaux ne serait pas un pont créé vers le film éternel, en relation avec l'approche possible de Céleste venus juger si leurs expériences sur Terre doivent se poursuivre ou être anéanties. On remarque au passage dans la première scène post-crédit bien sûr, dont la fin était vraiment hilarante avec ce passage au karaoké avec Wong, j'ai vraiment ri de bon cœur, mais donc on remarque que Bruce Banner a repris sa forme humaine, il n'est plus le professeur Hulk, par contre il a toujours le bras droit en écharpe, même si je pense qu'il va quand même finir par guérir, en tout cas j'espère. Et on a aussi un Captain Marvel qui est toujours aussi occupé, et voir Brie Larson dans ce film n'était pas très étonnant puisqu'elle a joué dans les 2 précédents films de réalisateur.
Je vais aussi ajouter, puisque certains m'en voudraient sans doute de ne pas le mentionner, que lors du tournoi secondaire, dans ce qui se passe à Macao, ce tournoi illégal de combat, on a l'impression de discerner certains personnages vraiment de façon très fugace qui auraient des pouvoirs qui pourraient faire penser à des mutants. Alors pour l'instant, franchement, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas une véritable introduction des mutants dans le MCU, loin de là, mais peut-être qu'on commence à nous teaser quelque chose. Enfin, en ce qui concerne l'Abomination et Wong, on peut supposer un lien avec leurs prochaines apparitions, forcément, et peut-être une notion de programme de réhabilitation pour des méchants en reconversion, par exemple. On en saura plus dans la série She-Hulk au plus tard, puisqu'on y retrouvera notamment Emil Blonsky, l'Abomination. Sachez que si vous me suivez également sur ma chaîne Twitch, Captain Popcorn, Twitch, on ne peut pas faire plus simple, lundi soir je ne serai pas présent puisque je serai à l'avant-première de Dune. Donc le lundi 6 septembre, je vais découvrir Dune et j'ai hâte de voir ça à l'avant-première au Grand Rex. Et donc il est loin d'être impossible et même très probable que je vous propose un live Twitch le mardi 7 septembre, donc à partir de 21h15, c'est généralement l'heure à laquelle je commence, dans lequel je vous donnerai mes premières impressions sur Dune, qui est un film hautement attendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vous attends tous massivement mardi soir sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je pense qu'il y aura des trucs intéressants à entendre et ça me ferait très plaisir de vous y voir. Je vous dis, quoi qu'il en soit, à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.